Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, où que vous soyez sur les 5 continents. Bienvenue sur votre plateforme digitale d'information générale Mali Online, émettant de Bamako vers le monde entier, du monde entier vers Bamako. Avec nous pour ce grand débat, M. Ataï Ag Mohamed. Il est chef de délégation de la CEMA au CSA, coordinateur des actions de mise en œuvre et suivi de l'accord pour la CMA. M. Ataï Ag Mohamed, bonjour. Bonjour, M. Sampi. Bienvenue sur le plateau de Mali Online. Monsieur Ataï, vous avez fait Volkswagen en suspendant votre participation au CSA. Quelles en sont les motivations? Très bien. D'abord, je vous remercie. Je remercie Mali Online pour cet intérêt-là sur l'actualité qui anime le pays en ce moment-là. Je pense que Volkswagen, c'est un peu quand même procès, mais tant mieux. Mais il faudra aussi suivre un peu les activités pour comprendre d'où vient ces situations-là. Ça fait déjà pratiquement bientôt 8 ans que l'accord pour la paix et la réconciliation ici du président a été signé avec le gouvernement du Mali. Ça fait déjà 8 ans qu'on parle chaque fois de mise en œuvre, de suivi, d'activités en relation avec l'accord. Mais d'un point de vue concret, les dividendes réels n'existent pas auprès des populations. Et nous n'avons pas que suspendu la participation au niveau des commissions, au niveau du CSA, mais aussi au niveau de toutes les commissions de mise en œuvre de l'accord et du CSA, qui est l'organe de suivi et de pilotage. Ceci s'explique et se justifie par beaucoup de choses que vous avez certainement dit dans les communiqués, qui sont en lien avec cette façon très peu engagée politiquement pour concrétiser les dispositions politiques de l'accord pour la paix et la réconciliation. L'arrivée de la transition il y a bientôt 2 ans avait quand même été saisie comme une sorte d'opportunité. Et l'offre qui a été faite avait quand même donné des espoirs. Mais jusqu'ici, nous avons l'impression de tourner en rond, de perdre du temps, la crédibilité de ce fait. Nous avons suspendu la participation afin qu'une réunion qui a été sollicitée auprès des chefs de file de la médiation internationale se tienne pour qu'avec le gouvernement, d'abord avec la médiation internationale, qu'on puisse situer un peu les responsabilités, qu'on sache qu'est-ce qu'il en est exactement de l'engagement de base initial sur l'accord de paix avec le gouvernement. Est-ce qu'il y a un obstacle à lever d'abord pour qu'on puisse avancer vite? Parce que tout le monde parle d'avancer vite, mais visiblement tout le monde se contente d'avancer peu. Donc voilà les raisons globalement. Si vous vous référez au communiqué, vous verrez encore plus d'autres éléments. Monsieur Ataï, si on regarde votre communiqué, vous demandez la convocation à la médiation, alors que dans l'accord, cela vous transforme en juge et partie. Le CSA ou les parties prenantes n'ont pas vocation à convoquer une réunion de la médiation, c'est plutôt le médiateur qui le fait. Nous n'avons pas convoqué, nous avons sollicité la tenue d'une réunion. Ça fait partie des prérogatives des parties. Lorsqu'elles constatent qu'il y a quelque chose qui leur paraît anormal, de saisir le médiateur, un chef, et de poser le problème. Donc jusqu'ici, nous n'avons offert aucune règle de jeu dans l'accord pour la paix et la réconciliation. Et notre lettre était une sorte de demande et qui a été justifiée par un argumentaire, un document annexe. Et cela, je pense qu'il aura réponse au moment opportun. Vous avez demandé un territoire neutre. Est-ce à dire que la crise de confiance est aussi profonde si vous participez au même gouvernement? Oui, c'est ça. En fait, la demande sur un terrain neutre est une demande aussi qui est justifiée dans le document écrit. Ça nous permet un peu d'être dans le climat, dans l'environnement dans lequel l'accord a été négocié. Parce que la médiation internationale, elle seule, aujourd'hui, sait combien elle a mis de pression sur nous pour que l'on accepte l'accord. Et elle l'a fait dans un lieu neutre qui était Alger à l'époque, qu'on n'explique pas encore comme parmi les lieux pouvant être neutres. Donc, on a demandé pour que ce climat de discussion directe avec la médiation internationale puisse se créer de face à face pour voir où se situent exactement les problèmes, si c'est au niveau du gouvernement, si c'est nous, si c'est est-ce que pas au niveau de la médiation internationale même, est-ce qu'elle joue pleinement son rôle? Toutes ces questions seront posées. Donc il y a énormément de questions qui pourraient être posées à cet instant-là, de sorte qu'on lève, si l'accord pour la paix et la réconciliation existe réellement,
que l'on cesse d'utiliser des concepts nouveaux qui donnent l'impression qu'ils n'existent qu'à moitié ou qui donnent l'impression qu'on les laisse juste exister pour un temps donné ou pour des objectifs donnés. Monsieur Attaï, est-ce que 8 ans après, l'accord est applicable si on regarde que même les appellations des mouvements qui ont signé ont changé? Par exemple, le mouvement du 14 juin s'est vu adjoindre l'Azawad à travers la CMA. D'autre côté également, les lignes ont bougé. Est-ce à dire qu'il y a une possibilité d'appliquer encore tel que ça a été signé à Alger? Voilà les questions qu'il faut poser. Ces questions pourraient être posées par qui de droit pour que l'on sache exactement qu'en est-il. La question de la viabilité de l'accord au regard des besoins actuels peut être posée. Ce n'est pas l'objectif initial demandé par cette réunion, mais ça peut faire objet de questions. Je ne connais pas un mouvement principal qui a signé, qui a changé de nom. Peut-être qu'il y a aussi des adhésions de l'un et de l'autre, mais la question qui pourrait faire objet, est-ce que l'accord dans cet état-là est applicable? Si le gouvernement a cette interrogation, qu'il l'amende. Ensemble, on discutera comme à l'initial. Il ne faut pas continuer. À mon avis, il est plus sérieux de faire cela que de tourner en rond avec un accord dont tous les jours on a l'impression que chaque gouvernement est un régime et que chaque gouvernement a ses propres concepts qu'il développe, son propre timing qu'il développe. Et ça, c'est nuisible à la paix. Ça permet à d'autres acteurs de gagner du temps, de se renforcer et à la confiance qu'on a pu créer avec énormément d'efforts, se dissiper inutilement. Donc aujourd'hui, la question de la confiance se pose. Vous n'êtes pas les premiers à les poser. Et de plus en plus, on a quand même très peu de discussions directes avec les partis. Il y a énormément d'informels qui se passent. Personne n'a de problème individuel avec l'autre. On parle comme des frères, parce que nous sommes tous des frères. Mais sur les questions de fond, les questions politiques, la confiance est de moins en moins existante. Pourtant, vous participez au gouvernement avec la partie prenante, à savoir l'État du Mali. Une raison de plus, notre participation au gouvernement est une preuve de notre engagement à accompagner tous ceux qui voulaient faire quelque chose. Notre participation au gouvernement est vraiment politiquement symbolique. C'est une mesure de confiance politique qu'on avait acceptée. Vous savez, pendant pratiquement 8 ans ou 7 ans, le régime élu de Faye Ibrahim Boubacar Keïta a voulu à plusieurs reprises qu'on participe à son gouvernement. Mais on ne l'a pas voulu. Pourquoi avons-nous accepté à la fin de participer à un gouvernement de surcroît, un gouvernement de transition émanant d'un putsch militaire? C'est parce que les premiers discours des jeunes officiers qui ont pour l'essentiel servi dans ces régions, avec les discussions premières qu'on a eues avec ces jeunes officiers à Kati lorsqu'ils ont pris le pouvoir, leur engagement a changé les choses pour tous les Mali. Et même leur discours fort politiquement, celui de la nouvelle constitution, celui d'un Mali nouveau, d'un Mali qui se retrouve, nous ont motivés à leur faire confiance et à participer au gouvernement. Mais tout ceci seront des questions qui seront posées à la réunion demandée. Alors, Monsieur Attaï, j'aimerais bien vous demander qu'est-ce qui patine dans l'application de l'accord? Réellement, qu'est-ce que vous reprochez à l'applicabilité de cet accord? Nous ne posons pas, nous, pour l'instant, une question d'applicabilité. Nous posons une question de volonté d'appliquer et de courage politique. Le constat est à se faire au Mali. Nul ne peut nier le caractère fondamentalement politique de la crise qui subit le pays. Bien que d'autres crises se sont mêlées et continueront de se mêler parce qu'elles se nourrissent de ce climat-là, n'est-ce pas, de crise interne. Donc, 8 ans après, il ne s'agit plus pas d'une question d'applicabilité, il s'agit d'une question de volonté politique, d'un plan, d'une vision réelle, d'un leadership qui se consacre à cette question. N'en faisons pas une question de rhétorique politique. L'accord pour la paix a permis à des gens de gagner un rôle, une position dans les affaires nationales, mais aussi il faut qu'il permette aux citoyens maliens de trouver la paix. Il est un outil, il n'est pas le seul outil. Il n'est pas une fin en soi, ce n'est pas une Bible, ce n'est pas un Coran, c'est nous qui l'avons négocié. Si nous estimons qu'il nous offre des opportunités pour la paix, appliquons-les sérieusement. Et si nous pensons qu'ils ont des doutes et que nous engageons le gouvernement ou que nous engageons des partis signataires, posons-les clairement au lieu de tourner avec des attitudes, des comportements qui ne laissent pas désirer. Parce que c'est une question de nation, c'est une question d'État, c'est une question de survie nationale. Et on ne peut pas en faire un document secondaire dans un gouvernement de transition qui se dit et qui ont pour vocation de poser les jalons des Mali nouveaux, des Mali retrouvés.
Dans la première année, M. Attaï, de la transition malienne, il y a quelques années, Feu Ould Sidati, qui est votre prédécesseur à ce poste, déclarait sur ce même plateau de Mali Online que si on versait l'ensemble des préoccupations des signataires de l'accord dans une nouvelle constitution, la raison d'être de l'accord n'est plus. On a une nouvelle constitution. Est-ce que cela a été fait? Si oui, par comment? Sinon, pourquoi? En parlant de Philippe Sidati, qui a son âme, qui a été assassiné à Bamako, vous vous rappelez, il y a à peine un an, ici à Bamako, jusqu'ici, nous n'avons aucun élément sur l'enquête de son assassinat. Aucun élément clair. On a qu'il a été assassiné dans la capitale en tant que lead d'un processus de paix avec le gouvernement. Et jusqu'ici, il n'y a absolument aucune clarté sur son assassinat. Ce sont des choses qui compromettent la confiance. Alors, d'aucuns mettent en doute des désaccords entre vous qui sera à la base aussi. C'est une des questions aussi qui viennent renforcer la crise de confiance. Nous n'avons aucun suivi clair avec le gouvernement par rapport à cet assassinat, jusqu'à preuve du contraire. En allant par rapport à la Constitution, il a toujours dit, le Mali, c'est un bien commun. Nous venons tous de quelque part. Ce sont nos portions de ce que nous sommes, par nos territoires, par nos contrées, par nos terroirs, par nos diversités, qui s'assemblent et qui font la nation malienne. Il l'a dit. Et ça, c'est la Constitution qui peut être les garants. Le Mali est une occasion où on évoque une refondation du Mali. Un Mali nouveau, une nouvelle Constitution. Pour nous, aujourd'hui, ces drafts, ou cet avant-projet de Constitution qui a circulé, nous ne sommes pas laissés là les penser, mais peut-être des raisons, des façons différentes avec d'autres acteurs nationaux. Pour nous, ne prend pas en charge quand même les questions de fond en lien avec les dispositions politiques de l'accord qui doivent permettre quand même d'avancer un peu plus sur la décentralisation poussée à un niveau de régionalisation qui permet aux régions de pouvoir disposer de certaines compétences, de certains transferts réels en matière de gestion et d'aménagement pour pouvoir se développer, tout en restant dans l'unité nationale. Nous mettons à défi qui le voudrait, et nous l'avons toujours dit, si nous sortons du discours démagogique, populiste, partisan, des campagnes politiques, de prouver où l'accord pour la paix serait une menace pour les 4 principes clés de l'accord de signature. En l'occurrence, l'intégrité nationale, la forme laïque de l'État, l'unité nationale et la souveraineté du pays. Nulle part, il y a des concessions politiques qui sont faites dans un Mali unifié. Au contraire, ce sont ces éléments de concessions politiques et de transfert de compétences, d'implication, d'autogestion locale qui peuvent nourrir et qui peuvent être les liens réels de l'unité nationale. Monsieur Attaï, on reproche également de pouvoir négocier ou vouloir l'application de l'accord avec les armes. En somme, tant que vous ne déposez pas les armes, il va être difficile de pouvoir mettre en place l'accord. Alors, pourquoi vous êtes toujours armé et que vous demandez l'application de l'accord? L'accord pour la paix et la réconciliation a été conclu à la suite d'un conflit armé et politique. Une négociation politique a conduit à un document qu'on appelle accord. Et dès qu'il s'appelle accord, il s'appelle un engagement mutuel et de confiance. Cet engagement, il a été inscrit comme un document cadre pour ceux qui lisent l'accord. Il y a 4 piliers, dont aucun n'est moins important ni plus important que l'autre, et qui doivent s'appliquer concomitamment, comme négocié concomitamment, comme inscrit concomitamment dans l'accord. Si vous voulez avancer sur les questions de défense, il faut que vous avancez sur les questions politiques en même temps. Nous n'avons jamais demandé de focaliser sur les questions politiques, mais d'aller de sorte que toutes les questions se complètent. Il y a des questions de sécurité, des questions de désarmement, qui ne peuvent avoir de réponse que dans les mobilisations et dans les efforts politiques et de réformes. Tous les combattants ne sont pas, ou tous les hommes qui sont du côté de la contestation politico-militaire ne sont pas à la quête d'une opportunité d'emploi. C'est des gens qui sont porteurs de projets de société, qui sont porteurs de regards sur les Mali et qui veulent que leur système même de régulation du gouvernement change. Et nous pensons que si nous avançons sérieusement sur ces questions politico-institutionnelles, cela pourrait mobiliser beaucoup plus de gens à céder, n'est-ce pas, à cette demande de contrepartie
socio-économiques. Donc, aujourd'hui, s'intéresser uniquement aux questions politiques nationales, laisser les questions de défense et de sécurité, ce n'est pas normal. Mais il faudrait s'intéresser aux deux volets en même temps ou aux quatre en même temps, de sorte que les dividendes ne touchent pas qu'aux combattants, mais aussi aux communautés, aux sociétés et aussi aux populations, celles qui en ont été victimes et celles qui n'ont pas été victimes. Mais il faudrait que les dividendes réels puissent se percevoir le long du processus. Monsieur Ataï, certains dans vos rangs font état de la non-application de l'accord qui constituerait un terreau favorable à l'avancée du djihadisme dans le Nord. Est-ce vrai? C'est une hypothèse qui est de plus en plus soutenue par beaucoup, parce que les gens estiment que du moment où les Maliens qui ont accepté de s'engager à travailler, à œuvrer pour un Mali unifié, avec un État unitaire, continuent à ne pas créer les conditions de cette retrouvaille-là, ne font que laisser du temps et de l'espace à d'autres acteurs qui, pour eux, ont certainement leur soutien. Et sont à d'autres agendas. Donc, c'est une perception logique. Ce qui était sûr, et la question aurait pu être posée autrement, est-ce qu'aujourd'hui, si le gouvernement et les mouvements signataires avaient réellement avancé sur la question de l'accord de façon transversale et concomitante, on n'aurait pas aujourd'hui des effectifs militaires de confiance retrouvés, déployés partout? Est-ce qu'on aurait encore de l'espace qui serait, parce que l'intérieur aurait du vide, qui serait occupé par d'autres acteurs? C'est la question de la grande interrogation. Donc voilà, ce n'est pas forcément la conséquence directe de cela, mais c'est là, pour beaucoup d'analystes et des personnes qui suivent la situation, savent que le fait qu'il y ait une sorte d'enlisement, des retards répétés, le fait que certains combattants qui ont accepté que leur chef signe des engagements politiques, en sachant qu'il y a un programme de DDR qui est prévu, n'ont pas rapidement pu avoir accès à cela, peuvent s'enliser, peuvent être intéressés par d'autres actions, pas que le terrorisme, mais aussi le banditisme, aussi l'abandon total. Donc voilà. Pourtant, d'aucuns pensent que la porosité entre votre mouvement et le groupe djihadiste constitue également un frein à l'application de cet accord. Ça, c'est d'aucuns. Mais d'autres non. Alors, chacun a sa propre perception. Alors, qu'en est-il de cette porosité dénoncée entre votre mouvement et les groupes djihadistes? Aujourd'hui, les groupes djihadistes, sur les territoires, ils ont des connexions avec qui ils veulent. De façon individuelle, ils ont énormément de connexions. Mais ce qui est sûr, pour ceux qui nous engagent, jusqu'ici, nulle part nous n'avons eu d'action coordonnée ou organisée avec ces groupes djihadistes. Au contraire, nous les subissons. Pour ceux qui suivent, tout le temps, nous avons des personnes ciblées par les groupes terroristes. Je ne dirais pas djihadistes, parce que pour moi, djihadistes, ils ne sont pas des djihadistes, au sens du terme. Mais ces organisations terroristes et criminelles ont aussi touché nos éléments et nos forces. Et jusqu'ici, il y a encore des zones où ils combattent des mouvements signataires. Vous les percevez à Menaka, ou à Gao, ou même dans les Gourmands, où ces groupes-là affrontent les mouvements signataires en les qualifiant d'acteurs qui s'inscrivent dans une dynamique d'État moderne, d'État classique, d'acceptation, n'est-ce pas, d'une gouvernance qui n'est pas forcément guidée par des textes saints. Donc voilà, ceci existe. Mais la connivence avec des individualités existe partout, comme personne ne saurait frapper Bamako sans avoir un contre Bamako. Et le contre Bamako n'est pas forcément quelqu'un qui soit des mouvements. Alors, Monsieur Ataï, on a vu un appel d'un des signataires côté plateforme qui demandait une mutualisation des efforts des groupes signataires, toutes tendances confondues, contre l'avancée de l'État islamiste. Qu'en est-il? Est-ce que ce n'était pas également un début d'application de l'accord? Cet appel-là n'est pas nouveau, pas que seulement des camps. Il a été discuté à certaines occasions. Les acteurs au niveau du CSA ont dit, voilà, aujourd'hui nous sommes ceux-là qui disent qu'ils veulent la paix, qu'ils veulent un Mali unifié, qu'ils veulent une armée reconstituée. Pourquoi ne pas aller plus vite pour trouver ces situations? Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que pour la CEMA, au nom de laquelle j'interviens, et que j'engage au niveau de ces processus, la CEMA n'est pas dans une perception ou dans une logique de servir de supplétif à une quelconque armée. Loin de là. Tant que nous avons un accord, un engagement politique qui permet d'aller vers une armée reconstituée où nos combattants, pour certains de nos combattants, pour ceux qui seront éligibles à ces processus de DDR, peuvent être des militaires de la République
servir sous la bannière d'une légalité nationale. Et ça, on acceptera. Mais aujourd'hui, si nous devons intervenir, ce ne serait pas en tant que supplétif d'une armée quelconque. Mais nous pensons aussi qu'il appartient à l'armée nationale régalienne de jouer ce rôle contre le terrorisme. Et ce terrorisme-là, il n'est pas que seulement de la matière pour les Maliens, c'est pour tout le monde entier, parce que c'est une menace internationale. Nous pensons que si, au lieu de commencer à faire mobiliser l'international, essayons de mobiliser ce que nous avons et ce que nous avons convenu politiquement. Ensuite, l'aide internationale pourrait être utile. Voilà l'échec du G5 Sahel. Ça vient de là. Le G5 Sahel aurait été plus utile au Mali si les Maliens ou les tendances maliennes ou les signataires maliens avaient rapidement avancé pour les engagements qu'ils avaient pris. Et ceux qui nous soutiennent, on aurait pu avoir leur soutien. Le départ des forces internationales, c'est un exemple. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un réel impact des interventions des forces antiterroristes au Mali, au nord, au centre. Mais ce qui a manqué, c'est l'alternative en termes d'occupation d'espace. Lorsqu'une force d'intervention élimine une zone occupée par des groupes terroristes, il appartient à l'État, aux acteurs signataires de l'accord, de créer les conditions de son occupation sécuritaire et de son administration. Mais ceci a manqué. Et voilà, chaque fois que ça répète, chaque fois qu'ils sont chassés, ils reviennent parce que la nature a horreur du vide. Alors aujourd'hui, en termes clairs, vous proposez que l'État fasse le devant et que vous l'appuyez, ou que vous êtes en front-off, l'État vous appuie? Parce que c'est ce qu'un peu le citoyen lambda se pose comme question. Est-ce une malcompréhension de la chose? Non, pour nous, l'État, c'est nous tous. L'État, c'est nous tous. C'est le gouvernement plutôt qui est engagé par l'accord, qui doit faire en sorte que les engagements qui sont pris puissent avancer et que les hommes, les citoyens maliens, tout confondus, qui peuvent un jour être des membres des forces armées de défense et de sécurité nationales, puissent être des militaires du même droit, des mêmes devoirs, sous les mêmes règles juridiques et institutionnelles. C'est cela notre vœu le plus fort. Alors aujourd'hui, est-ce que votre suspension au CSPA a un rapport avec l'avancée des groupes djihadistes dans le Nord? Aucun lien. Mais ce qui est sûr, c'est que le fait qu'il ne se passe rien face à cette avancée-là et que des populations, en moins de 8 mois, on a eu 1500 morts, au moins, dans la région de Menaka et de Gao, sans que l'État ne fasse grand-chose, sans même que l'État ne se prononce sur la question, comme si c'était un non-événement. Ceci aussi joue beaucoup sur la confiance, parce que les populations sont celles qui comptent sur nous. Et lorsque nous percevons l'État central négliger ou même être indifférent à ce qui leur arrive, ces populations nous jugent aussi. Parce que nous aussi, nous sommes redevables à une opinion quand même qui existe, il faut la reconnaître. Qu'elle puisse être moindre ou la plus petite, il y a une opinion face à laquelle nous sommes redevables. Et celle-ci pense que le fait que l'État ne fait rien est une action qui s'inscrit dans les manques de volonté, dans le fait que les populations sont moins considérées et que ce qui leur arrive, souvent peut-être qu'elles les méritent ou que ça n'intéresse pas le régime en place. Alors, à ceux qui pensent que l'accord est un moyen de diviser le Mali et que chacun ait sa portion, êtes-vous d'accord? Non, très sincèrement non. Alors, qu'est-ce que vous faites pour que ça soit le contraire? Pour 2 raisons. Parce que je maîtrise le contenu de cet accord-là. Et nous acceptons les débats, pas le débat d'animer un plateau, parce qu'on a vu énormément de cadres, d'intellectuels, quand même, de ces pays, passer devant des plateaux de télévision, les débats, mais affirmer des choses incroyables. Souvent, on en rigole, parce que bon, on suppose que ça fait partie de la galerie nationale, de créer une mobilisation autour d'un concept ou des idées. Mais très sincèrement, en tant que personne responsable pour une partie de ces processus-là, qui maîtrise ces sujets-là et qui discute avec des intellectuels de tous les pays qui sont impliqués à ces processus, mais aussi des internationaux, ou aussi le fait que je sois un cadre de ces pays qui est convaincu que l'international est possible si l'on s'y engage sincèrement. L'accord est une opportunité pour le Mali de retrouver, n'est-ce pas, son unité nationale et sa souveraineté. Je voudrais terminer sans poser cette question. L'accord, au moment de sa signature, a trouvé que l'État était faible. Et on pense que vous en avez profité. Qu'en est-il? Vous savez, le conflit, c'est toujours comme ça. Moi, je ne pense pas que l'État est faible. Moi, je ne pense pas que l'État soit faible à ce point. L'État existait. Le gouvernement avait des missions qui venaient. Les ministres existaient, le gouvernement existait. Donc, je ne pense pas qu'on en soit à ce point. Maintenant, un conflit, c'est comme ça.
Tantôt, vous avez l'impression que l'autre est faible, donc l'autre en profite. Mais dès qu'on parle d'accord, pour moi, il n'y a plus question d'évoquer la faiblesse ou la puissance de l'autre. Parce qu'un accord, c'est censé être une compromission, une concession, une discussion et une conclusion. Donc, du moment où le gouvernement et nous-mêmes avons accepté d'inscrire l'accord, parce que si vous vous rappelez très bien, la CEMA n'avait pas accepté de signer l'accord pour l'appel à la réconciliation. La CEMA a signé plutôt le 20 juin, soit plus d'un mois après. Parce que pourtant, le gouvernement avait tout de suite dit qu'il était très bon. C'est nous plutôt qui devons nous plaindre du contenu de l'accord. Parce que vous étiez en position de force? Non, pas forcément. Parce que nous pensons... C'est vous qui avez l'ensemble des territoires? Non, pas forcément. En question. Parce que notre argumentaire était basé sur le fait que ce n'était pas suffisant, c'était un document cadre. On aurait pu avoir plus de précisions sur ce qui va advenir de telle question, telle question. L'accord est inscrit, pour ceux qui le lisent très bien, comme un document type cadre qui donne des énoncés sur les dispositions politiques et sécuritaires, où chaque disposition peut faire objet d'un autre débat, d'une discussion. Ce que les gens ne savent pas, c'est que l'accord fait objet de discussion entre les parties tout le temps. Vous prenez la question du MOC, du mécanisme opérationnel de coordination, qui est basé à Gao, mais qui a créé les bataillons, les BATFAR. Quand à l'accord, il inscrit uniquement un mécanisme conjoint entre les parties pour faire la sécurité provisoire. Mais aujourd'hui, en discutant, on a trouvé un document qui a été signé par les parties, qui est un autre accord de plus, mais c'est 3 ans après la signature, qui nous permet de définir c'est quoi les MOC, qu'est-ce qu'il doit faire, combien d'effectifs, pour quelle période, où est-ce qu'il se positionne. Ensuite, pour les autorités intérimaires. Dans l'accord, c'est écrit autorité intérimaire de 18 mois à 24 mois. Les parties ont discuté, on a défini ce que c'est que l'autorité intérimaire. Est-ce qu'il faut la mettre partout, uniquement dans des zones où il n'y a pas l'État? On a convenu d'un accord, d'une compromission, d'un consensus, on l'a mis. C'est que l'accord même est inscrit en des dispositions qui génèrent des discussions nouvelles entre les parties. Et tout ce qui est important, c'est le consensus. Même la médiation internationale est très claire. Chaque fois que les parties maliennes s'entendent sur quelque chose, pour la médiation internationale, c'est le plus important. Et nous-mêmes, nous faisons cet effort-là. Mais après, on a l'impression qu'il y a une minorité qui a lu, qui a compris, dont une grande partie a fait l'abstention pour ne pas parler, mais il y a une autre minorité qui a tout compris, qui sait bien lire, mais qui a fait le choix de traduire autrement l'accord pour la paix. Et celle-ci a eu plus d'audience et a créé un autre sens. Voilà la réalité. Mais vous ne pensez pas qu'il y a un problème de communication si, à chaque fois, il y a des communications qui partent de Kidal, où on parle d'État de l'Azawad, de peuple de l'Azawad, et même votre coordination, c'est adjoint également le mot Azawad. Est-ce que ce n'est pas ce qui effraie toute la partie nationale? La question de l'Azawad est inscrite à l'accord pour la paix et la réconciliation. Ça a été défini comme étant une réalité sociopolitique, socio-culturelle. Socio-culturelle, pas politique. Et anthropologique. Donc l'Azawad n'est pas un mot tabou dans l'accord pour la paix et la réconciliation. Il est là en tant que définition pour certains, parce que dans l'accord on dit Normali pour d'autres, Azawad pour d'autres, pour certains. C'est très clair pour tout le monde. Après, l'essence politique, c'est chacun il donne ce qu'il veut, mais juridiquement il n'existe pas, jusqu'à preuve du contraire. Donc jusqu'ici, depuis qu'on a signé l'accord, il n'y a pas d'action militaire posée contre les forces maliennes, en tout cas revendiquée par la CEMA. S'il y a des incidents, on les règle. Récemment, il y a des incidents avec les forces maliennes dans la zone de Gao. Le lendemain, avec le gouvernement, il y a des discussions directes. On a mis fin à cet incident-là. Il y a un processus qui va éclore complètement. Donc, il n'y a pas aussi de revendications, de discours qui soient en lien avec autre chose que l'accord. La question de l'Azawad ou des peuples de l'Azawad, c'est utilisé, ou la population de l'Azawad ou la population du Mali, chacun l'utilise comme du Nord Mali, chacun l'utilise comme il veut, jusqu'à preuve du contraire. Il y a la conférence nationale qui devait statuer sur la question de l'Azawad. Dans le document du 5 juin, il dit que la question de l'Azawad fera objet d'un consensus entre les parties. On n'a pas parachevé la conférence nationale. Quand le président de la commission de la conférence nationale avait remis le rapport au président de la République, on avait contesté les conclusions de la conférence nationale. Voilà. Jusqu'ici, il y a des concepts qui sont utilisés de partout, mais ils sont aussi une réponse ou bien une forme d'action vis-à-vis de ceux qui estiment même que l'Azawad n'existe même pas. Ces populations n'existent même pas. Personne ne doit en parler, comme s'il n'y a même pas d'accord. Il y en a qui pensent que l'accord même n'existe pas et qu'il faut y mettre fin. Il y en a qui disent, quand on lit bien les commentaires et les propos, qu'il faut même aller détruire toutes les zones présentes. Donc, les opinions, autant vous en avez là-bas, des contestants d'accord, des gens qui contestent l'accord à Bamako, vous en avez à Kidal, vous en avez à Gao, vous en avez à Tombouctou, à Menaka. Donc, nous tous, on a des gens qui veulent, on a aussi des gens qui ne veulent pas. Mais ceux qui veulent,
ont peut-être l'occasion de convaincre ceux qui ne veulent pas et de discuter sérieusement de ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour le pays. Alors, qu'en est-il de désamorçage de tout ça? Qu'on arrête la provocation de part et d'autre pour qu'on avance vers un Mali unifié? Oui, je ne pense pas qu'il y ait des provocations. Il y a des positions politiques qui sont prises. C'est une question de responsabilité pour chacun. Et je redis, c'est une question de responsabilité. Ça fait 8 ans, nous sommes tous jugés par rapport à ce qu'on a pris comme engagement. À un moment donné, il faut savoir, est-ce que c'est parce que personne ne veut? Est-ce que c'est parce qu'il y a une partie qui ne veut pas? Est-ce que c'est parce que ce qui est même là est faisable ou non? Est-ce que c'est même suffisant pour amener la sécurité et la paix? Est-ce qu'il ne faut pas aller vers d'autres façons de définir les consensus politiques? C'est des questions qu'on va se poser et peut-être qu'on en sortira avec des réponses qui nous permettent d'avancer ou quand même de se situer sur ce qu'il faut faire. Monsieur Ataï Ag Mohamed, en tant que chef de délégation de la CEMA au CSA, est-ce que vous croyez réellement à une nation malienne avec un lendemain meilleur et avec des partis sincèrement engagés? La nation malienne, pour moi, a toujours existé, mais elle est toujours à la quête d'un État. Il lui faut un État. Et un État a ses besoins. Un État, ce n'est pas seulement le conformisme ou le copier-coller des modèles qu'on voit partout. La nation malienne, elle existe par le fait que chacun de nous, quelle que soit sa position, où qu'il vive, parvient à cohabiter avec ses voisins. Ils sont de toutes les contrées du Mali. Ils sont différents, des langues différentes. Ils cohabitent, ils prient ensemble dans les mosquées ensemble. Ils font les baptêmes ensemble. Ils ont les mariages, ils sont solidaires entre eux. Ça, c'est l'esprit de la nation malienne. C'est plus ancien que nos crises et nos différences. Mais ce qui manque au Mali, c'est un État. Mais un État de nos besoins. Et de nos besoins, c'est quoi? Prenons conscience de ce que nous sommes comme espace, comme diversité. Essayons de la convertir dans notre modèle d'État, sans avoir peur du changement, sans penser que le Mali, c'est un butin appartenant à une contrée donnée ou à un indicateur donné et qui est le seul à décider de ce qu'il adviendra. Parce que surtout, chaque parti ne menace pas l'autre avec le bout de son bout de Mali, comme l'a dit Feu Oulsedati. Dans les conflits font partie de la société. Il y a des sociétés qui ne bougent que sur qu'il y a des conflits, mais les conflits peuvent être des opportunités. Souvent, on a eu énormément de conflits, mais toutes les fois, on a eu le courage et la chance de discuter. Tout conflit se termine autour d'une table. Ça, c'est clair. Il n'y a jamais de vainqueur dans un conflit, surtout entre des enfants d'une nation. Ce qu'il y a, c'est des pertes ou des regrets. Mais au fond, qui peut se proclamer plus malien que l'autre? Qui pense qu'il a le monopole de la revendication des Mali à lui? Seul, mais tout en disant qu'il est indivisible. On ne peut pas dire que le Mali est indivisible et prétendre en avoir le monopole de ce qu'il doit devenir ou pas. Il est Mali de nos besoins. Et ça, c'est possible autour de la nation malienne. C'est ce débat-là qu'il faut. Et c'est cet espoir qu'on a avec la transition. Cet espoir, on l'a eu parce que tout le monde a dit que la transition est une opportunité, une aubaine pour nous. Et pourtant, il n'y avait pas un problème de démocratie au Mali. Il n'y avait pas des gens qui abattaient des gens dans la rue à Bamako. Il y avait une injustice, peut-être une sorte de gouvernance, que les gens ont contesté. Mais, à cette transition, les mots-clés qui sont apparus étaient les premiers. Refondation, Mali nouveau, nouvelle constitution. Ça, c'est des concepts qu'on n'a pas tous les jours. Et voilà. Et nous pensons que c'est encore possible. Mais nos conflits sont des conflits politiques. Vous y croyez? De quoi? À ce Mali avec un État unifié entre nous? Mais bien sûr, c'est cela qui est dans l'accord. C'est un Mali unifié avec un État entre nous, mais qui propose un modèle qui nous unit plus. Monsieur Ataï Ag Mohamed, à quand le désarmement total et une armée reconstituée avec l'ensemble des partis signataires? Lorsqu'on appliquera clairement les conclusions de la RND du août 2022, qui dit qu'il faut aller à un DDR concernant 26 000 éléments des mouvements signataires. C'est là qu'on pense que le DDR global sera effectif. Par ailleurs, les armes continuent à circuler. Il appartient à l'armée reconstituée de lutter contre toute autre arme qui ne soit pas celle de la République et celle des forces armées nationales reconstituées. Avez-vous les 26 000 soldats à réinsérer? Il faut aller, vous saurez. Il faut y aller. Il faut qu'on commence et puis on verra. Monsieur Ataï, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est celui de dire à aux concitoyens maliens partout, de toutes les tendances, de ceux qui
peuvent juger négativement mes propos ici ou positivement. De dire qu'on est tous de ces pays-là, qu'on se connaît tous. D'appeler chacun à aller à la recherche. De dire à nos chercheurs, à nos universitaires de sortir de l'enclos, d'aller vers la vraie quête du savoir. De dire à l'opinion de ne pas qualifier ou de tirer conclusion sur des propos de personnes qui ont ce qu'est un docteur ou un spécialiste, un professeur. Le meilleur professeur, c'est celui qui apprend par lui-même. Et ça, c'est possible. Nous ne sommes pas comptables des erreurs des générations précédentes. Nous ne devons pas être comptables. Nous devons accepter que les changements, ce n'est pas une faiblesse. Les changements, c'est une adaptation. Et la meilleure façon de prévenir une crise, c'est la prévention. Allons vers des modèles, des systèmes, et avec un courage politique unique. Et nous trouverons, n'est-ce pas, des garde-fous à toutes les crises. Le terrorisme, il frappe, il fait beaucoup de mal, mais il se nourrit de beaucoup d'ingrédients. Et ces ingrédients, ils sont essentiellement produits par la façon dont nous gérons nos sociétés et notre jeunesse. Merci bien, M. Ataï Ag Mohamed. Je rappelle que vous êtes le chef de la délégation de la CMA au CSA, coordinateur des actions de mise en œuvre et suivi de l'accord pour la CMA. Mesdames, Messieurs, vous étiez sur Mali Online, avec toutes nos plateformes, le grand débat, émettant de Bamako vers le monde entier, du monde entier vers Bamako. Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre fidèle et constante écoute, regard. Merci. À la prochaine, Inch'Allah. Merci, M. Ataï. C'est moi qui vous remercie.